Bienvenue pour ce quatrième volet de notre cycle qui est consacré à la culture de masse européenne. Et donc j'avais prévenu il y a quelques semaines déjà que les fans de Daniel Craig auraient leur revanche. Vous vous souvenez qu'il y a eu ces attaques absolument inconsidérées contre Daniel Craig il y a quelques semaines lors de notre conférence qui était consacrée à Millennium. Voilà, c'est notre moment, donc on va essayer d'en profiter ensemble. Alors malheureusement, comme on va discuter d'un cycle qui est un cycle assez long, nous ne parlerons pas que de Daniel Craig. Je préfère vous prévenir tout de suite avant, et s'il y a des âmes sensibles, qu'elles partent tout de suite de la salle. Si vous voulez entendre parler de Daniel Craig pendant 1h30, c'est non. Mais nous parlerons beaucoup de Daniel Craig et nous verrons beaucoup Daniel Craig. Alors plus sérieusement, nous abordons aujourd'hui, vous savez que nous faisons sans arrêt des allers et retours dans la chronologie de cette culture de masse à l'européenne. Nous abordons aujourd'hui une figure qui est une figure majeure, si ce n'est la figure majeure de la culture de masse européenne de la deuxième moitié du XXe siècle, James Bond donc, qui est à la fois cette figure centrale de la culture de masse à l'européenne, mais qui est aussi dans le champ des études culturelles, et c'est vraiment une particularité, une figure qui a été énormément travaillée par les intellectuels et qui a été travaillée très tôt. C'est une particularité. Vous avez vu des bibliographies plus ou moins fournies que je vous ai présentées lors des différents temps de ce cycle, avec des sujets qui ont donné lieu à plus ou moins de travaux. On a parlé de la pop italienne, peu de travaux en réalité sur la pop italienne. On a parlé de Millennium, quelques travaux qui émergent, mais finalement pas de quoi non plus remplir un cycle complet. À vrai dire, la bibliographie sur James Bond est telle que nous aurions pu y consacrer un semestre ou une année et inventer ensemble ce que nous aurions pu appeler les James Bond Studies et devenir tous des experts en sémiotique de James Bond, en études de genre consacrées à James Bond, en géopolitique consacrée à James Bond. Vous verrez qu'il y a énormément de sujets sur lesquels on peut travailler à partir de la figure de Bond. Bibliographie très dense, je le dis pour les étudiants, vous porterez une attention particulière à la bibliographie que je montrerai à la fin de la séance. Mais il y a sans doute une référence particulière que vous devez connaître, c'est Umberto Eco qui, en 1966, consacre un article qui est un article fondateur dans la revue Communication. Dans les années 60, c'est la revue où tout s'écrit en fait sur la culture de masse. Et donc il y a cet article qui est consacré à James Bond et dans lequel Umberto Eco décrit finalement l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur Bond, autrement dit ce qu'il appelle la combinatoire des romans de Ian Fleming. Et de façon très simple, Umberto Eco décrit ce qui se passe, mais ce qui se passe invariablement dans l'ensemble des romans écrits par Fleming et dans l'ensemble des films qui sont dédiés à James Bond. Et pour expliquer ce qui se passe dans les romans, Eco utilise une image qui est une image que vous comprendrez tous facilement si vous ne connaissez pas encore l'article d'Umberto Eco. Vous savez, il reprend l'image du jeu du Shifumi. Vous savez, pierre, ciseaux, puits, etc. Donc en reprenant cette image du pierre, ciseaux, puits, il nous explique comment finalement James Bond, oui, pierre, ciseaux, puits, vous mettez un petit tiret entre pierre, ciseaux et puits. Shifumi, sinon, comme ça se prononce. Donc, il nous explique comment, invariablement, les histoires se répètent à partir de combinaisons qui sont des combinaisons d'opposition. Je cite Eco. M bat Bond, donc M, le chef de Bond, bat Bond. Bond bat le méchant bat la femme. Bond bat la femme. Le monde libre bat l'Union soviétique. L'Angleterre bat les pays impurs. La mort bat l'amour, la mesure bat la nature, etc., etc. Donc ce sont des couples d'opposition qui se répètent à l'infini à l'intérieur de ces histoires et qui expliquent que l'on se retrouve finalement assez facilement quand on lit un roman d'Ian Fleming ou quand on regarde un James Bond. On est rarement dérouté par ce qui se passe pour une raison très simple, c'est que la combinatoire narrative est strictement toujours la même. Donc une bibliographie abondante, et on le comprend finalement. Eco en 1966 est confronté à un phénomène social qu'on appelle alors la Bond-mania, comme il y a eu d'autres manias qui ont pu être consacrées à des grandes figures de la culture médiatique. Mais dans les années 60, il y en a une qui est majeure, c'est la figure de James Bond. Et à vrai dire, j'ai cherché des exemples qui pouvaient être des exemples à peu près comparables, Star Wars, Harry Potter peut-être, mais sur des séquences temporelles
beaucoup plus réduite, et surtout, vous allez le voir, avec un impact culturel et social bien moindre que ce que Bond a pu représenter à cette époque-là et dans les décennies qui ont suivi. Autre point extrêmement important et qui explique toute cette attention des spécialistes de la culture médiatique, c'est le fait que les œuvres de Bond, les spécialistes disent les textes de Bond, pour parler à la fois des romans, des films et de l'ensemble des productions qui sont dérivées de cet univers, les textes, comme si tout était texte et que tout était lisible de la même façon, un réseau d'œuvres qui se répond. Donc ces textes amènent une rupture fondamentale dans la culture médiatique. Vous allez la comprendre aisément, elle est liée à l'incroyable rapidité de diffusion de Bond. Premier roman, 1953, qui est un roman qui a un succès, qui est un succès tout à fait honnête, mais qui n'est pas encore la Bondmania qui se déclinera ensuite. Et puis tout s'enchaîne extrêmement vite. Donc 53, le premier roman. 54, c'est déjà la première adaptation, qui est une adaptation assez peu connue, une adaptation pour la télévision américaine. Vous chercherez sur YouTube, vous verrez Jimmy Bond, qui devient un agent des services secrets américains. Pas un grand succès, mais un petit succès quand même. Et puis, 1957, c'est la première bande dessinée. Et enfin, 1962, le premier film, celui par lequel, en général, on entre dans ce qu'on appelle la fabula bondienne, James Bond contre Dr. No. Donc vous voyez que très vite, en à peine une dizaine d'années, ce qui se crée et ce qui se tisse, c'est un ensemble multimédiatique qui va en fait bien au-delà de ces textes, puisque la fabula bondienne se décline aussi en objets dérivés, des jouets, des vêtements, des affiches. C'est un univers aussi qui est musicalement marqué, vous le savez tous. Je vous ai joué un petit air de Shirley Bassey tout à l'heure, mais j'aurais pu vous jouer d'autres morceaux que vous auriez immédiatement reconnus. Donc on a affaire nettement à ce qu'on appelle, en sémiotique, à un réseau d'œuvres. On ne peut pas en isoler une seule si on veut comprendre l'ensemble du phénomène. Il faut étudier l'ensemble, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe en Europe d'un point de vue culturel dans ces années 1960. Alors, je resserrerai l'attention à la fois sur ce que je vais appeler les œuvres princeps, donc les 11 romans de Fleming, que je citerai un petit peu parce que je me suis dit que vous connaissiez sans doute assez bien les films, les romans peut-être un peu moins, et pourtant ces romans, ils sont extrêmement intéressants, ce sont des réservoirs de représentation assez incroyables, représentation de ce que c'est que l'Angleterre des années 60, de ce que sont les rapports de genre. Enfin, il y a beaucoup de choses à puiser en fait dans ces romans des années 60. Donc 11 romans, 2 recueils, et puis tout ce que vous connaissez déjà, autrement dit, les 24 films et bientôt 25, avec des succès variables, mais toujours des événements en fait. Chaque fois qu'un film consacrant la figure de James Bond sort à l'écran, c'est un événement mondial qui est commenté avant sa sortie et qui est commenté surtout beaucoup après. Donc on a affaire à chaque fois à quelque chose qui tient du phénomène culturel global. Alors, il y a beaucoup de manières différentes d'envisager James Bond. Il y a finalement ce qui relèverait d'une histoire du cinéma assez classique. J'aurais pu vous raconter les péripéties des tournages, par exemple. Pourquoi tel acteur plutôt que tel autre. J'aurais pu avoir une approche très centrée sur Ian Fleming, par exemple, et donc avoir une approche très centrée sur l'auteur. Vous avez compris, si vous avez assisté à d'autres temps de ce cycle, que ce n'est pas vraiment le pari que nous avons choisi, moi et ceux qui ont accepté de m'accompagner lors des différentes séances. L'idée est toujours la même, comprendre l'inscription sociale, l'inscription culturelle d'une œuvre, ce qu'elle nous dit d'une époque, en fait. Et ça me semble toujours beaucoup plus important que l'œuvre elle-même. On utilise ces œuvres, d'une certaine façon, comme des ouvroirs qui nous amènent vers une société donnée, vers une culture donnée, ouvroirs qui nous permettent de comprendre cette société même. Donc c'est ce pari que je vais, encore une fois, essayer de tenir avec vous. Comme pour les autres séances, je vais parler pendant à peu près 1 heure encore, et puis ensuite nous échangerons des vues, j'espère, divergentes sur le sujet.
En tout cas, une chose est sûre, ce que nous dit Eco, mais ce que vont surtout expliquer les spécialistes de Bond ensuite, il n'y a pas d'œuvre meilleure pour comprendre la société de consommation des années 1960. Il n'y a pas d'œuvre meilleure pour comprendre les rapports de genre en Europe dans les années 1960 et 1970. Et, à mon avis, il n'y a pas non plus d'œuvre meilleure pour questionner ce qu'est l'imaginaire géopolitique d'une époque, qui est celle de la guerre froide, qui est celle de la décolonisation, et que Bond magnifie d'une certaine façon. C'est un reflet, donc c'est un reflet déformé. Je ne prétends pas que ce que nous voyons directement à l'œuvre, à l'écran, c'est la réalité des années 60. Bien sûr que non, c'est une blague, c'est un fantasme gigantesque. Mais en jouant de l'analyse de ce fantasme, alors nous comprenons l'imaginaire d'une époque. Et c'est ça que nous permettent les œuvres comme Bond et comme la plupart des œuvres sur lesquelles nous avons réfléchi ensemble durant ce cycle. Bien, premier point, je tiens beaucoup à cette image, hein, vous voyez qu'elle revient d'elle-même toute seule. Premier point, là, oui, il y a des gens qui ont commenté sur les réseaux sociaux l'image en disant si c'est comme ça, je viens. En fait, c'est comme ça ce soir. J'ai dû dire que c'était une illustration non contractuelle. Il y a des gens qui ont répondu dommage. Bon, peut-être à penser pour notre dernière séance, mais ce sera Spirou la dernière séance. Ce sera plus difficile en fait de jouer avec cet imaginaire. Mais on peut essayer, on trouvera des trucs. Bien, donc. Première étape de ce voyage au pays de James Bond et des espions, la culture médiatique et la figure de l'espion. Puisque, bien évidemment, la figure de Bond n'épuise pas la figure de l'espion. Et il y a d'autres figures d'espions avant James Bond. Il y en a d'autres qui se tissent après, parfois avec succès. Je pense au Bureau des légendes, par exemple, la série de Canal+, qui a parfaitement repris la mécanique du genre, mais dans une façon qui est très différente en fait de ce que Bond a pu proposer. Bien, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette figure de l'espion, c'est une figure qui apparaît dans la culture médiatique dès les débuts de la culture médiatique. Vous vous souvenez, lors du premier temps de notre cycle, j'avais expliquer combien cette culture médiatique, en réalité, s'installe bien avant l'ère de l'image animée. Elle s'installe dans les années 1860 de façon extrêmement nette. Et dès les années 1860, on voit dans cette culture médiatique, donc à l'époque dans des romans, dans des feuilletons, des figures d'espions qui sont un peu plus nombreuses quand le contexte géopolitique le permet. En France, clairement, la défaite de 1870 donne lieu de façon quasi mécanique à un essor de ces figures d'espions dans le roman français. Donc il y en a à partir des années 1870, il y en aura aussi dans les années 1910, avec à chaque fois des méchants qui sont de l'autre côté du Rhin. Il y a une série, par exemple, qui est initiée par les auteurs de Fantomas, Souvestre et Alain, série qui s'appelle Naz en l'air, qui n'est pas exceptionnel, qui n'a jamais été réédité, mais qui est un bon marqueur en fait de la pénétration de cet imaginaire de l'espionnage. Alors la vraie bascule, elle est un peu plus tardive. La vraie bascule, c'est après la Seconde Guerre mondiale, liée aussi au contexte de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous me direz tout de suite, évidemment, la guerre froide. Je vous dirai oui, du calme, on va parler de la guerre froide. Il y a aussi à saisir ce que l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale amène sur cette question de l'espionnage. Toutes les figures qui tournent autour de la résistance, notamment. Donc il y a cette idée qu'il y a eu une vie des réseaux de renseignement, et ces réseaux de renseignement nourrissent, par effet retour, des figures nouvelles d'espions. Alors, vous en connaissez quelques-uns. J'ai affiché derrière moi OSS 117, qui évidemment a eu une vie avant Jean Dujardin. Notez qu'OSS 117, c'est avant James Bond, c'est 1949. C'est 1956
au cinéma. J'aurais pu aussi vous parler de SAS, Gérard de Villiers, qui lui apparaît après Bond, et on croise d'ailleurs des références à James Bond dans les SAS, mais en réalité c'est un phénomène européen. Je l'avais évoqué un petit peu à la fin de la conférence sur Fantomas, c'est le mouvement de ce qu'on appelle le Eurospy, dont Bond va être finalement le fer de lance, mais en réalité des espions dans la culture médiatique européenne, il y en a dans tous les pays. Quand j'ai parlé du Eurospy, j'ai plutôt parlé de l'Italie, mais vous trouvez aussi des exemples en Allemagne avec Mr. Dynamite. On ne doit pas dire Mr. Dynamite avec un accent allemand. Mr. Dynamite, on le fera comme ça. Et donc, il y a à la fois ces figures nouvelles d'espions qui fleurissent partout en Europe, et puis il y a surtout des collections, et des collections qui sont extrêmement nombreuses. La collection Segretissimo en Italie, chez Mondadori, à partir de 1960, Segretissimo, la série la plus célèbre en Italie. 2000 titres tout de même. Et puis, il vous suffit d'aller vous promener un samedi matin à Emmaüs pour voir les kilomètres et les kilomètres de récits d'espionnage avec des figures qui sont très souvent des déclinaisons de 007, qui d'ailleurs reprennent souvent la patte de 007 en utilisant des chiffres. Donc vous avez l'agent X09, l'agent 008, l'agent 001, 002, etc., etc., etc. Ce sont des déclinaisons à l'infini et qui, à chaque fois, se réfèrent dans la diégèse ou dans ce qui l'entoure à la figure matricielle, qui évidemment est la figure de James Bond. Donc, vous voyez ici tout de suite ce paradoxe. Évidemment, Bond va nous parler de l'Empire britannique, c'est ma thèse aujourd'hui, plutôt de la fin de l'Empire britannique, va être produit au départ avec des capitaux qui sont des capitaux européens. Toutes ces productions du Eurospy vont parfois utiliser des têtes d'affiche qui sont des acteurs états-uniens, mais des acteurs vraiment de seconde ou de troisième zone, des types qui vont essentiellement tourner ce type de film. J'ai une pensée émue, alors, il n'est pas américain, il est d'origine écossaise, mais pour le frère de Sean Connery, par exemple, qui tournera 2 films. Pourquoi tourne-t-il des films? Parce que c'est le frère de Sean Connery, donc il peut jouer d'une certaine façon le frère de l'agent 007. Donc il y a une négociation entre des capitaux européens, des circuits de diffusion européens. Pour beaucoup, ces films sont des coproductions européennes et un imaginaire qui est un imaginaire états-unien. Et c'est une des raisons du grand succès finalement de Bond. Il y a la reprise d'un héritage qui est l'héritage du hard-boiled à l'américaine, donc un récit qui est un récit plutôt sombre, avec à chaque fois une représentation de la société qui est une représentation très noire. Donc le hard-boiled, et puis un imaginaire européen qui est double, qui renvoie à la fois à cet héritage des vieilles fictions d'espionnage que je citais tout à l'heure, et qui inscrivent toujours les espions dans un périmètre qui est celui de l'Europe et de ces zones d'influence. Et puis une ressaisie du hard-boiled, donc ce récit très noir, par un univers extrêmement hédoniste, en réalité. James Bond célèbre en permanence la faculté de jouir de la société de consommation. Et ça, c'est pas du tout présent dans le hard-boiled. Ça, c'est très 60s, quoi. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Alors, quelques éléments sur Fleming, quand même. Même si, je l'ai dit en introduction, je renonce à une approche qui serait une approche biographique classique, comme j'aurais pu le faire des grands auteurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est le réseau d'œuvres et son inscription dans une certaine image de la société. Donc Fleming, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à tirer de son histoire? Donc Ian Fleming, l'auteur, le romancier qui crée Bond comme
avant tout une figure de papier. Il naît en 1908. C'est un agent de renseignement britannique. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est l'origine sociale. Fleming est issu de milieux plutôt aisés, une famille de banquiers écossais. Et surtout, Fleming va à la fois beaucoup voyager et fréquenter à la fois des grandes universités européennes. Il ne passe pas par Limoges, mais c'est que Limoges n'existe pas encore comme université à l'époque. Sinon, bien évidemment, il serait venu accomplir son cursus ici. Mais il passe par exemple par Eton. Donc vous voyez, c'est une certaine image de la haute société britannique, quoi, hein. Et on verra que cet élément est un élément extrêmement important dans l'imaginaire social qui va être déployé par James Bond. Donc, quelle est la formule de Bond? D'une certaine façon, il y a cette hybridité des recettes que j'expliquais tout à l'heure, donc la fusion chimique quasi parfaite entre le hard-boiled et un imaginaire de l'espionnage européen. Et puis, il y a, d'une certaine façon, une écriture beaucoup plus libidinale que Fleming lui-même s'accorde à trouver dans ses propres œuvres. Voici ce qu'il dit à la fin de sa vie. J'écris sur ce qui me plaît, j'écris sur ce qui me stimule, j'écris sur ce qui m'amuse. Et je suis content, en fait, quand les gens sont amusés de mes œuvres et quand ils trouvent un plaisir qui se situe, je cite encore une fois Fleming, quelque part entre le haut de la cuisse et le plexus solaire. Donc je vous laisse situer ce qui se situe entre le haut de la cuisse et le plexus solaire. Mais vous voyez que très vite, et sans avancée masquée, Fleming nous dit qu'il y a des pulsions qui sont des pulsions finalement assez primaires, qu'il est assez fier d'endosser et que son personnage finalement endosse pour lui. Beaucoup de théories sur la façon dont 007 serait un espèce de double fantasmé de Fleming. Oui, pourquoi pas? Encore une fois, ce sont des approches biographiques qui ne nous disent pas grand-chose en fait de l'inscription sociale du personnage. Donc je laisse de côté tout ça. Plus intéressant, dans cette approche d'abord générale de Bond, c'est évidemment la société qu'il défend. Alors, on verra qu'il y a des enjeux géopolitiques majeurs dans cette fabula bondienne. Mais ce qu'il défend surtout, c'est la société capitaliste. Hein, et la société capitaliste comme un possible de plaisir. C'est très frappant à la lecture des romans de Fleming, où l'action finalement est moins importante que le plaisir qui est pris, et parfois des plaisirs assez mineurs. Quand on pense à 007, on pense évidemment plutôt au plaisir sexuel, mais en réalité, il prend autant de plaisir à manger, à accomplir un certain nombre de pratiques ludiques. Je pense à la partie de golf dans Goldfinger. Que vient faire une partie de golf ici? En fait, elle est essentielle et elle prend des pages et des pages. C'est un plaisir de loisir que prend le personnage. Et c'est cohérent avec la société qu'il défend. C'est la société des années 60, donc une société qui est une société du loisir. Donc il y a une mise en scène de deux choses. Mise en scène de cette société du loisir et mise en scène finalement de la marchandise. Bond, c'est une parfaite illustration pour comprendre ce que nous dit Guy Debord de la société du spectacle. Vous savez, dans la société du spectacle, il y a cette idée que la marchandise est toujours abstraitement disponible. Et Debord explique de cette façon un certain nombre de débordements qui se passent notamment aux États-Unis au début des années 60, en disant voilà, on est dans une société de la consommation, de la marchandise qui est presque là en fait. Elle est presque là parce qu'elle est sur une affiche ou parce qu'elle est derrière une vitrine, et donc elle est abstraitement disponible. Bond, en permanence, c'est de la marchandise abstraitement disponible. Pourquoi? Parce qu'au fil des pages, Fleming ne cesse de nous faire l'article de la montre de James Bond, de l'alcool que boit James Bond, du costume parfaitement taillé que porte James Bond,
de la voiture avec ce moteur si performant qu'utilise James Bond. Bond, c'est du placement de produits avant l'invention du marketing de pointe de la fin du XXe siècle. En permanence, il y a une forme de name dropping, mais ce n'est pas du name dropping comme Frédéric Beigbeder peut le faire aujourd'hui en plaçant le nom de ses amis dans ses romans. Non, non. C'est du name dropping des grandes marques de champagne et de produits, non pas de luxe. Notez bien la subtilité. Bond, c'est toujours du simili-luxe. C'est jamais ce qu'il y a vraiment de plus cher, en fait. C'est ce qui est presque à portée de main, mais quand même pas, de son lectorat potentiel. Donc c'est de bord. Donc c'est la marchandise abstraitement disponible. Je savais que si je parlais de bord, j'aurais un hochement de tête à l'avant de la salle. C'était juste pour toi, en fait, la dédicace. Donc c'est une mise en scène de cette marchandise abstraitement disponible. Et c'est aussi, évidemment, très tôt, une aventure médiatique. Notez tout de même cet effet retour du succès des films, puisque le succès des films, évidemment, est absolument immédiat. À partir du moment où les films sont diffusés à l'écran, la production des romans est démultipliée. 2 chiffres. 1960, 323 000 exemplaires qui ont été écoulés. 1960, il y a déjà plusieurs romans en fait, qui ont été publiés. Donc 323 000 exemplaires, à comparer avec les chiffres que nous avons pu donner sur l'ensemble du cycle des différentes diffusions. 323 000, comparé à Fantomas, comparé à Millennium. Vous voyez que ce sont des chiffres qui sont des chiffres finalement assez modestes. Notez que 4 films plus tard, donc on se situe à la fin des années 1960, ce sont exactement 6,7 millions de livres de James Bond qui ont été vendus. Donc, on voit ici l'effet retour du succès cinématographique. On voit aussi que dans ce réseau que j'évoquais en introduction, je vous disais, on a affaire à un réseau d'œuvres qui est finalement assez solidaire et on ne peut pas évoquer les romans sans évoquer les publicités, sans évoquer le cinéma. Oui, mais c'est un réseau avec des points de polarité, avec des effets d'accélération. Donc c'est un réseau dense, certes, mais à l'intérieur de ce réseau, il y a des nœuds qui sont des nœuds plus stratégiques que d'autres, et ici, le cinéma est un nœud absolument stratégique. Ce qui est intéressant, c'est l'attitude de Fleming, ici. Donc il va mourir en 1964, je crois. Oui, c'est ça. Donc il a le temps de voir les débuts des succès cinématographiques, mais finalement pas beaucoup. Quelle attitude possible ? Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui décident de se détacher des productions cinématographiques parce qu'elles dévoient d'une certaine façon l'œuvre qu'ils ont pensée pour le roman. Fleming, pas du tout. Fleming, il est très content en fait de ces résultats-là. Bon, il est très content d'abord parce que financièrement, c'est un gain pour lui. Mais il a aussi l'intelligence de dire qu'à partir du moment où il a vu Sean Connery à l'écran, pour lui, James Bond, c'est Sean Connery. Et désormais, quand il écrit, il ne pense pas au personnage qu'il avait en tête au départ, il pense à Sean Connery. Donc il a l'intelligence de penser lui aussi la production écrite, qu'il va continuer un petit peu, mais pas beaucoup, dans ce réseau d'œuvres pour faire en sorte que finalement ce qu'il crée soit en résonance avec ce que les gens voient à l'écran, et c'est surtout à l'écran finalement que James Bond est vu. Donc là aussi, on a affaire à une attitude qui est vraiment une attitude matricielle. Souvenez-vous des cas que nous avons vus auparavant. Je vous ai parlé de Souvestre et Alain, donc le grand succès du début du XXe, Fantomas. Pas du tout cette intelligence-là. Au contraire, je vous rappelle qu'ils attaquent en justice les studios de cinéma parce qu'ils ont mal adapté leur œuvre. Erreur gravissime. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, il y a ce que nous avons décrit avec Natacha Levé autour de Millennium, où on voit bien comment il y a des formes de négociation permanentes entre l'œuvre de départ et ses adaptations. Bon, le maillon finalement entre les deux, celui qui comprend très bien tous ces enjeux, c'est Fleming. Et il le fait
il le fait à la fin de sa vie avec énormément d'intelligence. Deuxième partie, transcender la fin de l'Empire britannique. Mais avant d'aborder cette partie, ça fait quand même une demi-heure qu'on parle et nous n'avons pas vu encore Daniel Craig. Ouais, c'est lourd, hein, mais je suis désolé. Je vous propose de nous projeter dans le temps, un petit peu en avant, et de regarder une publicité. C'est pas vraiment une publicité, c'est un montage particulier qui a été diffusé sur à peu près toutes les télés du monde en 2012, au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous comprendrez pourquoi je me projette à la fin de la chronologie, en 2012, pour essayer de comprendre l'ensemble du chemin symbolique parcouru par le personnage en quelques décennies. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui tout marche. Alors tout marche, mais je crois qu'il faut d'abord que je lance la vidéo sur cet écran pour ensuite vous la montrer sur le second écran. Now, happy and glorious. Welcome to the throne room. It was designed by John Nash. He registered in gold, white, and green. And then the red velvet, which Queen Victoria, of course, sold to the corporation Dyson and made a lot of the fittings here. James Bond. Daniel Craig. Evening, sir. 007. Evening. Salute from the corpus. Mr. Bond, Your Majesty. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Helicopter awaits. Music from the Dam Busters by Eric Coates.
examples of English humour during the course of this show. Well, they're heading east. All the way around the stadium. La séquence continue encore ensuite. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de montrer cette vidéo-là? Parce que finalement, on se retrouve ici presque à la fin du processus. Pour nous, il y a encore des films évidemment qui continuent. Mais on voit bien comment, dans les années 2010, Bond est associé, évidemment, à l'emblème majeur de la couronne, puisqu'il joue avec la reine elle-même, dans une friction entre la fiction et le réel qui est assez inédite pour James Bond. Et en même temps, comment la séquence associe Bond dans ce survol à l'ensemble des symboles du Royaume-Uni. On aurait pu presque faire un bingo et cocher l'ensemble. On a Churchill, on a la Tour de Londres, etc., etc., etc. Le tout enrobé dans un humour qui est un humour très britannique, puisque la chute est assez drôle. C'est en réalité la reine qui s'élance en premier pour sauter au-dessus du stade. Donc, c'est une façon assez joyeuse de transcender la fin de quelque chose, et notamment de transcender la fin de l'Empire britannique. Fin de l'Empire britannique qui est engagée en réalité dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où Bond commence à émerger dans la conscience de Fleming. Quelques dates comme repère: l'Inde, évidemment, en 1947, les Caraïbes au tout début des années 1960, et en réalité, à la fin des années 1960, avec à peu près une trentaine d'indépendances successives, il n'y a presque plus de colonies britanniques en Afrique, la Rhodésie exceptée. Mais on a affaire à un empire qui est un empire démantelé en quelques années. Donc dans ce contexte-là, il aurait pu paraître tout de même un tout petit peu audacieux d'imaginer un héros britannique qui prend en main les affaires du monde, étant donné que, précisément, les Britanniques n'ont plus la main sur les affaires du monde. Et bien justement, c'est précisément pour combler ce manque qu'on invente un héros qui est un héros narratif, finalement, ici, qui, précisément au moment où l'Angleterre perd la main sur le monde, lui, va sauver le monde. Donc Bond devient une forme de virilité en action. Alors attention, quand on parle de virilité s'agissant de Bond, on abordera ensuite les questions de genre et de ce qu'on définit comme étant la virilité. Jusqu'à Daniel Craig, c'est moins un corps en action qu'une volonté. En fait, Bond témoigne rarement de qualités physiques absolument exceptionnelles. Par contre, il est bien engagé dans ce qu'on appelle une morale de l'action, qui est centrale dans la virilité européenne.
George Moss l'a très bien montré dans The Making of a Man. C'est le livre majeur hein, sur qu'est-ce que c'est que la masculinité, qu'est-ce que c'est que The Image of Man. Qu'est-ce que c'est que la virilité occidentale? Donc ça peut être un corps, c'est vrai, mais c'est surtout une volonté en action. C'est une force morale, en fait, plus qu'une force physique. Et d'ailleurs, c'est tellement peu une force physique qu'il est sans arrêt obligé de recourir à un certain nombre de gadgets qui augmentent ses capacités physiques. Voilà, c'est pas un super-héros, d'une certaine façon. Il n'a pas des qualités physiques exceptionnelles. Par contre, il a cette force morale. Et donc, cette virilité en action vient, c'est le cas dans la vidéo ici, cette virilité en action vient incarner l'Angleterre. C'est ça, en fait, que l'on voit précisément se dessiner autour de Bond dans les années 1960. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être un peu plus net dans les romans que dans les films, puisque dans les romans, il y a beaucoup de séquences qui se répètent avec la hiérarchie. En général, dans les films, cette hiérarchie, on la voit au début, hein, quand on passe commande de quelque chose à Bond. En réalité, il y a une chaîne de commandes qui est une chaîne de commandes assez limpide et assez simple. Il y a la reine, il y a le Premier ministre. En dessous du Premier ministre, il y a M, donc celui qui commande à Bond, et en dessous, il y a Bond. Voilà. Donc on a une chaîne de commandement qui, de façon extrêmement nette, lie ensemble l'ensemble des maillons du pouvoir. Et Bond n'est qu'un agent, c'est sa fonction, hein, c'est un agent, d'accord? Il n'est qu'un agent au service de cette chaîne de commandement. S'il a la capacité de tuer, c'est qu'il en a le permis et l'autorisation. Cette autorisation, d'où vient-elle? De cette chaîne de commandement. Et il peut arriver à Bond de se voir retirer en fait ce permis de tuer, vous savez, le 00. Donc à la fois c'est un grand pouvoir, mais c'est pas un grand pouvoir qui est hérité, c'est pas un grand pouvoir qui est associé au personnage. Il peut lui être retiré, et donc il a été donné. Et d'une certaine façon, Bond est une machine. D'ailleurs, c'est ce que lui dit Matisse. Vous savez, Matisse, c'est l'agent français que l'on croise dans les aventures de James Bond. Et à la fin de Casino Royale, Matisse dit à Bond, je cite, « Ne me décevez pas ». Alors c'est au moment où Bond a un peu un moment difficile. Il a compris qu'il a été trahi par la femme qu'il aime, enfin qu'il aimait. Le moment de doute de Bond, qui, dans les romans de Fleming, n'en aura plus jamais d'autre. C'est à la fin de Casino Royale. Après, c'est effectivement une machine au service d'une morale en action. Donc Matisse lui dit, ne me décevez pas en devenant humain vous-même. Nous perdrions une merveilleuse machine. Bon, tout est dit à la fin de Casino Royale. Cette humanité de Bond, elle est d'une certaine façon en trop. C'est un agent au profit d'une morale en action et aussi de ce qu'on pourrait appeler une morale de l'action. C'est ce que l'on voit un peu chez Bond, c'est ce que l'on voit beaucoup dans ses dérivés états-uniens. Je pense au cinéma d'action des années 1980. Ça veut dire quoi, cinéma d'action? Ça veut dire que l'important, c'est d'être en mouvement. L'important, c'est de bouger, c'est d'agir. Et c'est tellement important, que c'est plus important que le résultat lui-même. Vous vous souvenez jamais en fait de ce qui se passe à la fin d'un film d'action. On s'en fout en fait. Ok, le méchant est mort, la base a explosé, d'accord. Mais on a regardé une action en train de se faire. Donc il y a cette idéologie qui est vraiment prégnante dans le cinéma des années 1980, mais qui est déjà extrêmement présent chez Bond. C'est l'action qui prime sur le résultat, et on attend du personnage qu'il agisse. Donc il va agir, et il va agir dans un environnement géopolitique particulier. On le voit ici avec l'espion de la CIA qui l'accompagne dans la plupart de ses aventures, Felix Leiter, qui va être incarné d'ailleurs par plusieurs acteurs. Si on avait eu une vision un tantinet réaliste des choses, comment est-ce que la relation entre Felix Leiter et James Bond aurait pu se nouer? Nous sommes dans le monde d'après la Seconde Guerre mondiale. Qui domine géopolitiquement cet univers? Pas les Britanniques, ils sont en train de tout perdre.
ce sont plutôt les puissances américaines. Que se passe-t-il dans James Bond? L'inverse. Felix Leiter est là pour donner un coup de main à celui qui est le principal agent du réordonnancement du monde, autrement dit James Bond. Donc dans cet environnement géopolitique, Bond, d'une certaine façon, va incarner les valeurs et les choix de l'OTAN. C'est le héros de l'OTAN, c'est le héros de l'Ouest, à la fois dans le modèle de société que propose l'Ouest, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi le héros de l'Ouest d'un point de vue géopolitique. Et c'est le héros majeur. Hein. Et le film renvoie donc une collaboration harmonieuse entre l'Angleterre et les États-Unis, qui historiquement est à peu près juste, sauf qu'ici, c'est une figure inversée. C'est une figure inversée, et finalement, les meilleurs témoins de tout ça, en tout cas dans les romans de Fleming, ce sont les agents soviétiques. Voici un extrait de Bon baiser de Russie en 1957. Et donc vous avez l'état-major soviétique qui discute des qualités respectives des agents aux États-Unis et des agents en Angleterre. Je lis ce qui a marqué sur le PowerPoint derrière moi et qui est donc dans la bouche des agents soviétiques. Les Américains ne comprennent rien au travail. Ils s'emballent pour un espion balkanique quelconque qui prétend disposer d'une armée secrète en Ukraine. Les Américains essaient de tout obtenir avec des dollars. C'est vrai. L'Angleterre, c'est une toute autre affaire. Et là, on voit Fleming qui se retrousse les manches finalement au moment où il écrit, et on sent qu'il va être dans un élan patriotique irrépressible. Et de façon très habile, il le place non pas dans la bouche des agents britanniques, mais dans la bouche de l'ennemi. Donc l'Angleterre, c'est une toute autre affaire. Je crois que nous avons tous de l'estime pour l'Intelligence Service, dit le général Woździcielski. Tous les assistants, y compris le général G, je ne sais pas qui est le général G, c'est un soviétique, approuvèrent à contre-cœur. Donc on voit que l'ennemi est d'accord pour dire que les Britanniques sont très forts, mais ça lui fait un peu mal quand même de l'avouer. Mais ils sont plus forts. Le service anglais est excellent. Il remporte des succès appréciables. Nous découvrons sans cesse qu'ils sont passés avant nous. Et là arrive le meilleur. C'est probablement une tradition conservée du collège et de l'université. Le goût de l'aventure. Bien entendu, leur force repose, pour sa plus grande part, sur un mythe, celui de Scotland Yard, de Sherlock Holmes, du service secret. Mais ce mythe constitue une gêne et il serait bon de le détruire. Exceptionnel, en fait, ce passage qui, lui aussi, propose une nouvelle friction entre la réalité et la fiction. Parmi les grandes figures qui sont énoncées ici, Sherlock Holmes. Bon, vous le savez, Sherlock Holmes n'a pas existé, mais on le met au même rang que l'Intelligence Service et que Scotland Yard. Alors, ça, c'est une photographie en 1957, mais une des grandes intelligences de Fleming et une des grandes intelligences, en fait, de ceux qui seront aux commandes des différents films sera d'ajuster en réalité en permanence le positionnement géopolitique de James Bond. Autrement dit, sur les temps de détente entre l'Est et l'Ouest, eh bien, il y a aussi détente dans les films de James Bond. Au moment de tension, moments de tension plus fortes, là encore, on voit dans les films les résultats de cette tension. Donc la position de Bond est toujours très claire, et ça, c'est une grande distinction avec le roman d'espionnage plus classique, celui d'avant James Bond. L'idée est toujours, c'est le cas dans Les Nazes en l'air par exemple, l'idée est toujours de déceler un complot. Donc on ne sait jamais qui est vraiment le méchant, l'espion avance masqué, et puis on découvre une machination dans le courant de la narration et in fine, le héros sauve le monde. Ici, c'est jamais le cas. Bond n'avance jamais masqué.
je vous rappelle la phrase emblématique de James Bond, c'est Bond, my name is Bond, quoi. Hein. On dit ouais, l'espion, c'est moi, il n'y a pas de souci. J'espionne, ok, mais tout le monde sait que je suis l'espion. Hein. Donc ça dit des choses aussi sur l'identité à cette époque-là, bon, d'autres pistes que nous pourrons explorer un peu plus tard. Mais vous comprendrez que du point de vue d'un espion, c'est un peu contre-intuitif. Hein. Et si vous avez regardé le Bureau des légendes, les premiers épisodes tournent autour, justement, précisément, de la façon dont on parvient à masquer son identité réelle. Et qu'est-ce qu'un bon espion dans le Bureau des légendes ? C'est un espion qui garde encore une identité sous le pied, hein, qui a 2, 3 identités avec des identités à tiroir. Bond, jamais. Alors, non seulement Bond, on sait qui c'est, et dès qu'il arrive quelque part, il est repéré. Vous savez, il y a toujours ces passages où on vient parler à l'oreille du méchant pour lui dire « Attention, il vient d'arriver ». Donc son identité est très claire, mais vous remarquerez que l'identité des méchants est assez claire aussi, et assez rapidement. Hein. Donc là encore, c'est une façon de gagner du temps dans cette économie narrative de l'action. On ne perd pas de temps à déceler les identités. Elles sont données dès le départ et elles permettent au jeu que Umberto Eco décrivait et que j'ai repris en introduction de se mettre en place. Voilà. Il n'y a pas de temps d'attente d'une certaine façon. L'opposition entre le gentil et le méchant, elle est claire de façon évidente tout de suite. C'est intéressant parce que, là encore, on a une réalité qui est une réalité fantasmée. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide ? La guerre froide, c'est précisément la guerre de l'affrontement toujours évité, où on avance précisément masqué, où on fait en sorte qu'une autre armée soit derrière l'armée américaine, et puis que les Russes soient eux aussi cachés derrière d'autres qui vont agir à leur place. Hein. Donc on a encore une fois cet effet de dévoilement, cet effet de mise à nu des véritables logiques d'affrontement, et qui sont mises au profit d'une narration de la confrontation directe. Ultime ajustement pour Bond, le plus difficile, hein, c'est évidemment la fin de la guerre froide, avec cette réplique magistrale de M à Bond en 1995 dans GoldenEye. Vous êtes une relique de la guerre froide. Et il a fallu, il est vrai, hein, quelques années. Vous savez, il y a un temps de latence entre l'abandon du personnage et sa reprise par Daniel Craig. Temps de latence qui est aussi lié à la nécessité d'une réinvention, hein, dans un contexte géopolitique qui n'est plus du tout le même et qui nécessite donc que l'on se pose la question de l'utilité d'un personnage comme James Bond. Et c'est là le vrai coup de génie, en fait, de la reprise avec Daniel Craig, c'est qu'on le met au profit d'un monde qui est un monde qui a changé. À la fois, c'est une relique de la guerre froide, et en même temps, cette relique prouve que l'instabilité du monde nécessite une nouvelle fois son action. Autre dimension qui me semble importante à discuter, c'est ce que je vous propose ici en troisième point, c'est ce que j'ai intitulé une bataille du genre. Puisque Bond est à l'avant-garde de cette bataille du genre dont je dois vous donner le contexte. Je parlais de l'historien George Moss tout à l'heure, The Image of Man, M-O-2-S-E, je crois que j'ai oublié de le mettre dans la bibliographie finale. The Image of Man, pour les étudiants et pour tous ceux que ça intéresse, vous allez sur LibGen, il existe en version craquée, téléchargeable, dans tous les sens possibles, et c'est une référence fondamentale sur ce que c'est en réalité que la masculinité. Donc, Moss, M-O-2-S-E, et LibGen, j'ai dû vous en faire la publicité à peu près à chaque séance, donc L-I-B-G-E-N, voilà. Je vous le dis parce qu'il n'existe pas dans les collections ici, en tout cas pas dans sa version originale, donc pour pouvoir le lire, il faut aller chercher la version originale. Donc que nous dit George Moss ? George Moss nous dit, en Occident, il y a une rupture qui s'opère en Angleterre, en Allemagne, au tournant du XVIIIe siècle, dans la représentation de la masculinité. On passe d'une masculinité aristocratique, qui est liée à la défense du code de l'honneur,
qui est liée à la défense de la lignée. Il y a une masculinité qui est très, très ancrée dans le sang, à une masculinité qui est plutôt animée par les valeurs de la bourgeoisie, qui devient une masculinité plus morale, voilà, que celle de l'aristocratie. Et donc qui va épouser les valeurs de la bourgeoisie avec cette idée que le corps masculin, alors corps et âme, avec cette idée que le corps reflète en réalité l'âme et l'engagement. Hein. C'est très important à partir du XVIIIe, c'est pas du tout présent avant, mais cette idée que l'enveloppe et ce qu'il y a à l'intérieur coïncident, c'est une idée très moderne en fait de l'homme et de la masculinité. Donc il y a cette rupture au XVIIIe siècle, rupture corps et âme, un homme nouveau finalement, hein, qui est un homme de l'action, ce qu'est James Bond. Mais cette masculinité, elle est chahutée, et elle est chahutée quand ? Précisément au moment d'émergence de James Bond, autrement dit dans les années 1950 et les années 1960. Et cette masculinité, elle est chahutée de toutes parts. Elle est chahutée par un certain nombre de mouvements d'avant-garde. Je pense à la Beat Generation, par exemple, avec des explorations sexuelles très différentes de ce que les normes de la société admettaient jusque-là, et avec cette idée que l'exploration sexuelle est une aventure existentielle en soi. Voilà. Varier les partenaires, les aventures homosexuelles, etc., etc. Donc, pour la Beat Generation, la masculinité classique, c'est quelque chose qu'on met évidemment à la poubelle. Mais il n'y a pas que ça. Les années 60, c'est aussi la deuxième vague du féminisme. Autrement dit, celle qui ne se bat pas uniquement pour obtenir un droit au travail, celle qui, de façon extrêmement frontale, et c'est heureux, s'attaque au patriarcat, s'attaque à l'équilibre des genres, s'attaque à la naturalisation des rôles masculins et féminins. C'est un moment d'offensive incroyable, en fait, les années 1960. Et ça débouche, vous le savez, sur l'obtention de droits nouveaux qui touchent tous à l'identité du corps féminin. Et puis les années 60, ce sont aussi les années où d'autres formes de masculinité, de virilité se font jour. L'homosexualité n'est toujours pas dépénalisée dans un pays comme la France à cette époque-là. Par contre, en Occident, on voit apparaître des formes de revendication de l'identité gay. On voit de façon de plus en plus assumée des artistes qui endossent d'autres figures du masculin et du viril. Je pense en France à l'apport essentiel qu'un artiste comme Jean Genet a pu avoir sur les consciences, dans la façon de se représenter ce qu'est un homme. Donc, le contexte de naissance de Bond, parangon de virilité d'une certaine façon, c'est précisément un moment où cette virilité est attaquée. Mais vous voyez, c'est un peu le même mécanisme que ce que je vous ai décrit pour la façon de sublimer la fin de l'Empire britannique. L'Empire britannique est attaqué, ok, on forge une figure de héros qui va défendre ce qui n'existe plus en réalité. La masculinité est attaquée, idem, et ce sera la même figure, et on va avoir donc un personnage qui va incarner la virilité, et qui l'incarne encore aujourd'hui avec Daniel Craig. Alors, la réponse, elle est finalement toujours très simple, et elle se comprend toujours dans des formes dialectiques. Pour comprendre la singularité de Bond, il faut comprendre comment ses comportements, son exis, comme disent les sociologues, vous savez, l'exis, c'est la façon d'habiter son corps, comment son exis se construit en contradiction, en opposition avec deux figures qui sont des figures de partenaires et en même temps des figures repoussoires, les femmes d'un côté et le méchant de l'autre. Une séquence pour commencer. Elle est tirée de Goldfinger. You're quite a girl, Pussy. I'm strictly the outdoor type. On la regarde. I'd like to think you're not in all of this caper. Skip it. I'm not interested. Si vous Let's comprenez pas go. l'anglais, c'est pas grave, c'est la What chimie would des it corps qui take importe. for you to see things my way? A lot more than you've got.
How do you know? I don't want to know. Isn't it customary to grant the condemned man his last request? You've asked for this. Get up. Certainly. Yeah. Now let's both play. Bien, je propose le hashtag Balance ton James. Et on pourrait multiplier les séquences de ce type-là. Et c'est là où on voit que nos sensibilités ont tout de même très largement évolué. On n'imaginerait pas une séquence de ce type-là dans un James Bond contemporain. Qu'est-ce qui se passe ici avec une musique qui est une musique assez romantique, en fait, pour finir la séquence. Un homme force une femme. C'est ce qui se passe, en fait, dans cette séquence. Et ça apparaît de manière beaucoup plus crue, en réalité, dans l'ensemble des romans. Alors, de façon immuable, mais vraiment immuable, on trouve des figures féminines dans les romans et dans les films qui sont des figures jetables et quasiment interchangeables. Alors, c'est paradoxal parce qu'elles sont à la fois singulières, mais en même temps, elles sont tellement singulières que Bond semble totalement les oublier une fois qu'il a commencé une nouvelle aventure. Il termine dans les bras d'une femme et puis il commence une nouvelle aventure qui le conduira invariablement dans les bras d'autres femmes, etc., etc. Alors, le rythme se ralentit tout de même, le rythme de ce qu'on appelle les James Bond Girls, dénomination assez intéressante. Littéralement, James Bond Girls, c'est les meufs de James Bond. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, elles n'ont pas de prénom, ou des prénoms assez ridicules, ou des prénoms qui sont des prénoms à connotation sexuelle très nette. C'est le cas du personnage que l'on a vu ici, Pussy Galore. Pas besoin de vous faire un dessin, en fait, sur ce que veut dire le terme. Et c'est comme ça pour l'ensemble des personnages. Donc, sa consommation de femmes descend progressivement. Alors, elle descend à partir des années 80, qui sont... C'est pas une prise de conscience féministe, c'est juste les années SIDA, en fait. On commence à se dire, bon, est-ce que c'est un bon modèle, quelqu'un qui accumule autant de conquêtes? Néanmoins, on a des schémas qui sont des schémas assez proches d'un roman à l'autre et d'un film à l'autre quand on creuse un petit peu la biographie de ces personnages. Alors, au-delà de leurs prénoms à connotation sexuelle, Pussy Galore, Mary Goodnight, voilà, ce genre de noms, on se rend compte qu'à chaque fois, on a affaire à quoi, finalement? À un personnage féminin qui est sorti de la norme hétérosexuelle et qui, en général, est sorti de cette norme en raison d'un événement traumatique, en général un viol, c'est assez courant dans la biographie des James Bond Girls, ou qui en est sorti en raison de mauvaise orientation selon la norme de l'hétérosexualité. C'est le cas de Pussy Galore, par exemple, qui à la fois a cet incident biographique, elle a été, ce drame biographique, elle a été violée, comme beaucoup de personnages féminins, et en plus est une lesbienne. Que fait Bond finalement? Quelle est une des missions de Bond? Toujours, il remet dans le droit chemin de l'hétérosexualité, de l'hétéronormie, les personnages féminins qu'il rencontre. C'est une des missions qui est une des missions sans doute aussi importante que de remettre le monde en ordre. Autre figure repoussoire, la figure du méchant. Vous remarquerez aussi, là encore, c'est plus net dans les romans que dans les films, c'est pour ça que je vous engage vraiment à lire ces romans. On a affaire aussi à des personnages, alors c'est courant dans les fictions populaires, le personnage du méchant est un détraqué sexuel d'une manière ou d'une autre.
soit parce qu'il s'attaque sexuellement à James Bond. Je vous rappelle le chiffre, essayant à coups de nerfs de bœuf de s'attaquer, enfin pas essayant, s'attaquant en réalité, à coups de nerfs de bœuf aux parties génitales de James Bond. Je vous rappelle Goldfinger qui essaie de trancher en deux James Bond en commençant précisément par l'intérieur de ses jambes. Personnages qui ont aussi des comportements de détraqués sexuels vis-à-vis des femmes. La solution pour eux, c'est pas de les remettre dans le droit chemin de l'hétéronormie. La solution pour eux, c'est une solution un peu plus radicale, puisqu'ils sont considérés comme incurables, c'est de les mettre de côté et donc de les conduire à la mort. Donc là encore, hein, on trouve ce rapport duel entre le corps et l'esprit, et toutes les descriptions des personnages négatifs sont des descriptions physiquement hallucinantes. Je pense au personnage de Mr. Big, par exemple, dans Vivre et laisser mourir, qui a une tête totalement disproportionnée. Je pense au Chiffre, le personnage de Casino Royale, qui a une bouche de femme, nous dit Ian Fleming. Et le fait qu'il ait une bouche de femme, c'est déjà un très mauvais signe. Voilà. Il y a du trouble dans le genre, pour paraphraser ici Judith Butler. Et puis, il y a aussi, ça c'est plutôt de l'ordre du sous-texte, et ça nous renvoie à ce que dit George Moss, en fait. George Moss, quand il parle des standards de masculinité, des standards de virilité, nous dit une chose: le standard unique qui s'instaure en Occident au XVIIIe siècle, c'est l'homme hétérosexuel blanc. Voilà. Et blanc, ça veut dire blanc wasp, ça ne veut pas dire blanc et juif. Moss revient très souvent sur ces deux figures repoussoires de la masculinité que sont en Europe le noir et le juif. Qu'est-ce que l'on retrouve dans les identités incertaines des personnages? Très souvent, c'est le cas de Goldfinger, une judéité que l'on cerne de façon plus ou moins claire à l'intérieur de Goldfinger. Figure d'homme noir aussi. Hein. Très souvent, les méchants sont noirs. Et je vous rappelle que le premier personnage auquel est confronté Daniel Craig dans la séquence étalon, qui est en fait la séquence qui va permettre d'éprouver ses capacités physiques, c'est une course-poursuite avec un homme noir. Il va vaincre cet homme noir et à partir de là, il est consacré comme le nouveau Bond. Alors, une image presque subliminale de Daniel Craig sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, puisque pour comprendre ce rapport de genre, il faut aussi comprendre une figure majeure dans Bond, autant dans les romans que dans les films, c'est la figure du voyeur. Alors, je ne vous passe pas la séquence parce qu'il est déjà 8h moins 20 et que si je vous passe toutes les séquences, on va finir extrêmement tard. Mais séquence mythique, vous savez, l'apparition d'Ursula Andress qui sort de la mer. Ouais, vous reconnaissez cette scène. Que fait Bond en réalité? Bond est dans la position du voyeur. Il la regarde sortir de l'eau. La séquence est très longue. Et il y a ce truc finalement assez gênant dans les James Bond, enfin assez gênant pour un regard postmoderne, c'est qu'on est perpétuellement poussé à adopter littéralement le point de vue de Bond. Et le point de vue, ça veut dire la façon dont il regarde notamment les femmes. Bond, c'est un voyeur, c'est un mateur en fait. Et il faut prendre sa fonction d'espion aussi dans ce sens-là. Et qu'est-ce que l'on voit à travers ces différentes incarnations en permanence, en fait? Des scènes où Bond regarde. Voilà. Bond regarde et nous invite à regarder comme lui. Et qu'est-ce que Bond regarde en général? Bond regarde des femmes. Donc vous avez Sean Connery avec cette séquence de Dr No, que je ne vous passe pas, mais qui est dans vos mémoires. Et puis les autres acteurs, ici... Roger Moore, idem, il regarde. Timothy Dalton, idem, hein, équipé de lunettes qui lui permettent d'être un meilleur espion, donc de mieux voir, de mieux regarder, et surtout de mieux regarder le corps féminin. Et si vous n'avez pas encore compris,
de façon un peu plus explicite ici, que nous dit cet autre avatar de James Bond, qu'il y a 2 outils qui sont des outils nécessaires. Un, le pistolet, symbole phallique sur lequel je ne reviens pas parce que Umberto Eco a utilisé des pages et des pages, et ça me semble suffisamment littéral pour ne pas avoir besoin de vous l'expliquer. Et bien évidemment, la paire de jumelles. Pourquoi ? Parce que la fonction de Bond, la fonction première, c'est une fonction de voyeur. Dans les romans, ça se traduit très souvent par ce que Umberto Eco appelle des descriptions sans but. Il y a énormément de passages qui sont des passages de description pure et brute d'objets, de personnages, et la fonction de ces passages est simplement de nous replonger dans la position éternelle qui est celle du voyeur. Pourquoi est-ce que je vous ai passé rapidement cette image de Daniel Craig ? Parce que dans Casino Royale, la figure est inversée. Et c'est cette fois-ci Craig qui sort de l'eau. Il est regardé par la femme qu'il convoite sur la plage. Elle le convoite aussi. Et s'agissant de Craig, il y a, évolution des mœurs oblige, un double regard qui se porte sur Craig, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez de la séquence, mais Craig sort de l'eau. La jeune femme, la séquence est un peu ridicule, elle est à cheval, elle fait du cheval sur la plage, au milieu des enfants, elle a de quoi renverser à peu près tout le monde. On imagine les déjections du cheval sur la plage qui rendent l'endroit absolument impraticable, quoi. Mais bon, bref, voilà, on est dans un film. Donc, il y a cette femme qui regarde Bond, et juste au-dessus, il y a l'homme avec qui cette femme est, et qui lui aussi regarde Bond, un regard qui est à la fois un regard de méfiance, mais qui est aussi un regard de désir, puisque le corps de Bond est offert dans les années 2010, à la fois au regard masculin, mais aussi au regard féminin, mais aussi au regard masculin. Alors, dernière partie, c'est ce que j'ai appelé les plaisirs pop des 60s. Plusieurs variations, en fait, autour de cette question du plaisir pop. Alors, vous l'avez compris aussi, j'aurais beaucoup favorisé plutôt les années 60 que les années 90. J'en reviens à ce que je disais en introduction, hein. Il y a de quoi faire un cycle entier sur James Bond. On pourrait prendre chaque film et les analyser. J'ai aussi laissé de côté, vous savez, la séquence d'ouverture mythique, le gun barrel, qui lui aussi aurait mérité 45 minutes d'explication. Donc tout ça sont des choses dont on pourra discuter dans les questions. Ce sont des choses que vous pouvez aussi explorer. Vous trouverez énormément d'informations à ce sujet. Donc qu'est-ce que j'appelle les plaisirs pop des 60s ? Plusieurs choses, en fait. Ces plaisirs pop, c'est, je l'ai évoqué déjà en introduction, j'y reviens un petit peu ici, c'est cette consommation hédoniste à laquelle Bond nous invite en permanence. Consommation hédoniste des objets et des personnes, puisque dans la fabula bondienne, les James Bond Girls sont finalement autant des gadgets que la voiture, le siège éjectable ou le pistolet. Au-delà de l'objet, il y a la valeur de l'objet, et c'est plus net dans les romans que dans les films, il y a une omniprésence de l'argent. Il ne faut pas oublier que la première séquence d'opposition de Bond, c'est dans Casino Royale. C'est assez bien d'ailleurs retranscrit dans le film avec Daniel Craig. C'est une opposition contre un adversaire qui s'appelle le chiffre et qui a la mauvaise idée de financer les grèves en France. Ça, c'est dit dans le livre, c'est pas repris dans les romans. Autrement dit, c'est un communiste. Et donc, il s'appelle le chiffre. Bon, déjà, c'est un peu lourd. Ils jouent ensemble au casino. Et comment est-ce que Bond tue son adversaire ? En réalité, il le tue en le ruinant. C'est ça l'arme principale qu'il mobilise, c'est l'épuiser avec l'argent. Donc il y a cette idée qu'on doit jouir des autres, on doit jouir de l'objet. Derrière l'objet, il y a la valeur de l'objet. Et puis, il y a aussi
des analogies avec ce qu'on appellera l'esthétique pop, et notamment avec le pop art tel qu'il a été défini par Richard Hamilton. Que nous dit Richard Hamilton du pop art en 1957 ? Vous pouvez noter, hein, le pop art, c'est quoi ? Alors, il donne une série comme ça de qualificatifs. Il nous dit le pop art, c'est populaire. Ok, Bond, ça fonctionne. Le pop art, c'est transitoire. Pour Bond, c'est parfait. On a affaire à des objets culturels qui sont parfaitement jetables, puisque un film chasse l'autre, etc., etc. On a affaire à des productions consommables. C'est ce que je vous dis depuis le début sur Bond. On a affaire à de la production bon marché. Ça va, vous suivez ? Je répète peut-être. Populaire, transitoire, consommable, bon marché, fabriqué en série, jeune, spirituel, sexy, astucieux, glamour, lucratif, puisque dans le pop art, on n'oublie jamais aussi qu'on est dans une société marchande et donc que l'art aussi a une valeur. Donc à la fois on peut tout à fait plaquer les caractéristiques du pop art sur ce qu'est Bond comme objet, mais dans le même temps, on retrouve des figures qui sont des figures pop absolues à l'intérieur des films de Bond. Une des figures les plus célèbres, c'est cette capture ici de Goldfinger avec, vous voyez, l'idée de la nature morte, quoi, hein, la nature morte classique avec la corbeille de fruits qui est en avant, et puis la nature morte, mais la nature morte pop, cette jeune femme qui est peinte comme ça avec cette couleur dorée, et qui immédiatement, puisque vous êtes tous des amateurs de l'art des années 1960, vous pouvez penser à quoi ? Vous pouvez penser à Yves Klein et à ses anthropométries. Que fait Klein en fait ? Il peint des femmes, c'est bleu, hein, le bleu Klein, mais je trouve moi l'analogie assez troublante, quoi, hein, cette façon d'utiliser. Klein n'a pas tué ces modèles. Néanmoins, le procédé ici me semble un procédé assez identique. Donc, on retrouve ici des clins d'œil, et puis de façon peut-être plus aboutie, les Bonds reprennent une partie de l'esthétique pop, notamment dans les jeux de couleurs. Vous regarderez les Bonds des années 60 et vous remarquerez assez vite qu'il y a un certain nombre de dominantes, comme des aplats de couleurs en fait, qui seraient utilisés dans le pop art. Alors évidemment, pour Goldfinger, c'est facile. La couleur dominante, c'est l'or. Mais vous en trouverez d'autres. Dans Opération Tonnerre, on a des bleus, des rouges qui saturent le plan et qui saturent le plan pour en atténuer la profondeur. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à un autre imaginaire pop qui est celui de la bande dessinée. Les séquences et le rythme des séquences dans Bond, c'est un rythme de BD en réalité, hein. Et on transforme la violence en une violence finalement assez peu réaliste, mais qui est une violence héritée de la bande dessinée. Donc il ne s'agit pas de dire que les films de Bond sont des manifestes pop. Néanmoins, on trouve des caractéristiques qui sont celles du pop art à l'intérieur de ces films. Je terminerai par là. J'aurai peut-être le temps de vous montrer on terminera peut-être par un extrait ou pas. J'hésite. Non, en fait, on va se contenter de cette capture qui est prise dans James Bond contre Dr. No. Il y a aussi un rapport aux arts plus anciens, aux arts plus traditionnels, qui est un rapport assez simple, qui est celui du vol et de la destruction. Ça, c'est un tableau de Goya qui est volé en fait au début des années 1960. C'est le duc de Wellington. Et vous voyez que Bond s'arrête en fait en regardant le tableau, et les spectateurs comprennent très bien en 62 de quoi il s'agit. C'est un tableau très célèbre qui a été volé et que l'on retrouve dans la cave du docteur No, donc qui est venu
piquer finalement un élément de la culture plus traditionnelle et qui en fait lui simplement un objet d'ornement. Je vous montre quand même la séquence, une dernière séquence, parce qu'elle me semble intéressante sur deux aspects, à la fois sur cette question du genre et sur cette question du rapport à une culture plus traditionnelle. Et puis, elle se termine vraiment en apothéose, et je pense que c'est le parfait extrait pour terminer aujourd'hui. Et c'est en français cette fois-ci. Madame, je tenais à vous présenter mes sincères condoléances. Mon cher colonel Bouvard, vous avez eu tort d'ouvrir vous-même la portière de la voiture. Que le bruit qu'il atterrit ensuite, hein, et il part, une nouvelle séquence. Alors pourquoi cette séquence tirée d'Opération Tonnerre est une séquence qui me semble extrêmement intéressante? Parce qu'en fait elle résume beaucoup des choses que l'on a vues au cours de cette conférence. D'abord, vous remarquerez que l'adversaire de Bond, qui est un adversaire tout à fait secondaire, mais c'est un adversaire qui introduit tout de même, comme d'autres, ce que j'ai appelé du trouble dans le genre, en reprenant le titre célèbre de Judith Butler, qui arrive grimée en femme. Effet de surprise quand même pour le spectateur qui voit Bond donner un coup de poing dans le visage d'une femme. Donc ça nous heurte dans les années 60 sur les représentations de la masculinité, mais très vite, le personnage féminin se découvre. Pour le reste, on voit en action ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un certain rapport à une culture plus traditionnelle. Et on se demande quel est véritablement l'objectif de Bond ici. Vous avez compris qu'il est dans un château dans lequel il y a de la belle vaisselle, dans lequel il y a des vases dont on imagine que ce sont des vases qui ont une certaine valeur, dans lequel il y a des tentures, dans lequel il y a un mobilier qui est un mobilier daté. Est-il là pour tuer son adversaire ou est-il là pour mettre à sac la pièce? Parce qu'en réalité, il fait les deux. Il met surtout à sac l'ensemble du mobilier ici, et il termine dans un geste qui est un pur geste pop, en fait. Et il décide ce geste pop alors qu'on pourrait imaginer qu'il doit se dépêcher à fuir pour éviter qu'on lui tire dessus. Mais il termine la scène en jetant les fleurs. En jetant les fleurs, il en fait quoi? Il en fait une installation, en fait. C'est une installation d'art contemporain qu'il laisse derrière lui. Et il prend le temps, en fait, de faire cette installation pop. Et ensuite, il s'en va, la mise en scène du gadget, etc., etc. Donc il y a cette scène, il y en a 1000 autres. Vous voyez qu'elles sont toutes saturées de sens. J'espère aujourd'hui vous avoir donné envie de revisiter ces Bonds et d'essayer d'aller voir ce que, derrière l'ensemble des séquences, les films, ce que les films nous disent, des rapports de genre, de l'évolution des rapports géopolitiques, et puis de questions peut-être secondaires comme celle du rapport à l'art. Je vous montre
la bibliographie, je l'affiche pour vous. Et puis ensuite, nous aurons quelques minutes pour les questions. Donc, Bennett et Woolacott, Bond and Beyond, qui est un des meilleurs livres, non pas consacré à Bond, mais consacré à une figure de la culture médiatique. C'est un livre génial, qui, le premier sans doute, envisage les œuvres prises dans un réseau d'œuvres. Voilà. Umberto Eco, donc ça c'est le fameux article, hein, James Bond, une combinatoire narrative. Vous le trouverez en ligne, il est sur le site percé.fr. Il est repris dans les publications postérieures d'Umberto Eco. Le collectif dirigé par Christoph Linder, The James Bond Phenomenon, A Critical Reader, plutôt pour la troisième partie, qui est une partie dédiée au rapport de genre et qui explore de façon beaucoup plus aboutie que j'ai pu le faire aujourd'hui la façon dont Bond met en scène en fait cette réorientation, on va le dire comme ça, des personnages qui sont en dehors de l'hétéronormie. Et puis, pour ceux qui sont un peu fatigués de mes références bibliographiques anglo-saxonnes un peu pédantes et incessantes, je vous l'accorde, un livre en français, Fabien Boully, James Bond, Anatomie d'un mythe populaire, qui est paru chez Belin en 2007. Et vous trouverez notamment un article que j'ai écrit qui s'appelle James Bond, mode d'emploi, et dans lequel vous retrouverez pas mal de choses que j'ai pu vous présenter pour cette conférence. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Si vous avez des questions, c'est ouvert. Nous avons même un... Merci. Nous avons même un micro pour les questions. Bonsoir. Je suis loin d'être une fan de James Bond. Je ne suis pas complètement un culte, j'en ai vu certains, mais loin de les avoir vus tous, et je n'ai jamais lu les bouquins. Si je ne me trompe pas, et peut-être je me trompe, il me semble que au service secret de Sa Majesté, il se marie avec Diana Rigg. Ça ne correspond pas vraiment au personnage que vous avez décrit dans la bataille des genres, qui passait d'une femme à une autre, à une autre, à une autre, et un personnage qui n'était pas humain parce qu'il était espion. Donc finalement, ce seul rapport sentimental-là, même si c'est avec une femme qui se presse à mourir, il a été inventé par qui? Par l'auteur ou par les scénaristes? Il est inventé par l'auteur. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi un accident industriel. C'est le Bond qui ne marche pas, en fait. Il est incarné par un acteur australien, je crois, George Lazenby, qui apparaîtra une fois, qui sera crédité une fois comme Bond, et qui va nécessiter le retour à grand renfort de dollars de Sean Connery pour incarner le personnage et pour l'incarner dans les aventures qui le remettent dans le bon ordre du genre. C'est intéressant parce que c'est un film qui a un statut un peu particulier chez les fans de Bond qui aiment bien justement cultiver un rapport à l'exceptionnel, et donc aux œuvres qui ont été un peu minorées. Et celle-là, dans les années 60, elle est vraiment minorée. C'est le préféré de ma copine de fac, en fait. Voilà, c'est le préféré de beaucoup d'amateurs de James Bond, mais dans les années 60, c'est pas du tout le préféré. Je vous dis, c'est un accident, c'est l'accident industriel. D'ailleurs, l'acteur n'a plus jamais rien fait après. Il a dû tourner des publicités. Et il est tombé au mauvais moment, finalement, dans un film qui, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il me semble avoir quelques qualités aussi expérimentales, dans la façon notamment d'utiliser les couleurs. Mais sur le genre, vous avez raison, il s'écarte de la norme. Alors après, il y a plein de séquences qui s'écartent de la norme. Il y a 24 films, donc fatalement, il y a des moments où la voix se dévie. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec le public, en tout cas.
nous a parlé des méchants, mais il y a beaucoup de méchantes. Beaucoup de femmes méchantes qui sont pas dans des James vie, tu veux Bond. dire beaucoup de femmes méchantes dans la vie ou non, dans la vie de Bond. D'accord. Puisque c'est des tueuses à un moment donné, que ce soit... et elles sont extrêmement importantes dans l'imaginaire de la narration de Bond. Oui, tu as raison. Oui. Moi, je me suis juste focalisé sur... Mais peut-être que tu as des choses à en dire, d'ailleurs. Hein, je me suis juste focalisé sur l'action qu'il a sur ses personnages. Et finalement, l'issue, presque invariablement, c'est toujours la même. Soit le personnage meurt, soit le personnage est sexuellement réorienté par James Bond. Ou alors, il meurt, mais il est sexuellement... il a une charge sexuelle extrême. Par exemple, celle qui tue la Hollandaise... Ça marche. Oui, la Hollandaise, je ne me rappelle plus son nom de l'actrice qui étrangle les gens avec ses cuisses, ou Grace Jones qui est formidable, etc. Donc c'est des tueuses magnifiques. Enfin, c'est des léopards ou qui sont des objets de fétiche, mais qui sont des trophées des super méchants. Mais elles sont les gardiennes des méchants. Et on pense évidemment aux femmes de Kadhafi, puisque c'est exactement le modèle que Kadhafi faisait courir avec son bataillon de femmes. Je suis d'accord. Oui, elles sont, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, elles sont avant tout offertes un regard qui est un regard hétérosexuel, masculin, auquel les livres et les films nous invitent en permanence à nous identifier. Ça, c'est clair. Et là encore, lisez les livres, hein, et tout est un peu plus à nu, en fait, dans ces logiques-là, dans les romans de Fleming. D'autres remarques, d'autres questions? Bien, ok. Je vous propose de clore la séance. Merci beaucoup de votre attention. Donc rendez-vous au mois de décembre pour parler de Spirou. Et avec Spirou, nous aurons bouclé notre grand tour d'Europe, de la culture de masse européenne. Merci.